Le chef du gouvernement britannique sait que les discussions avec les soviétiques risquent d'être tendues. Churchill cherche à repousser une attaque sur les côtes françaises. Il redoute un nouveau bain de sang. Mais les Russes insistent. Dans ses mémoires de guerre, Churchill raconte. Je remis par délégation du roi l'épée d'honneur que Sa Majesté avait fait dessiner et forger spécialement pour commémorer la glorieuse défense de Stalingrad. Lorsqu'après quelques mots d'explication, je tendis l'arme magnifique à Staline, il la porta à ses lèvres en un geste impressionnant et embrassa le fourreau. Staline s'amusa fort à me taquiner, ce que je pris avec beaucoup de bonne humeur, jusqu'au moment où le maréchal se mit à évoquer sur le mode badin un aspect grave et même mortel du châtiment à infliger aux Allemands. Je me crus alors obligé d'intervenir. Le Parlement et l'opinion publique britannique ne toléreront jamais des exécutions de masse. Que les soviets ne se fassent aucune illusion sur ce point. Staline, cependant, peut-être seulement par malice, n'abandonna pas le sujet. Il y en a 50 000 à fusiller, dit-il. Je me mis dans une colère violente. Je préférerais être conduit tout de suite dans le jardin pour y être fusillé moi-même que de souiller l'honneur de mon pays et le mien propre par une telle infamie. Sur ce, le président américain intervint. Il avait un compromis à proposer. On n'en fusillerait pas 50 000, mais 49 000 seulement. Il espérait ainsi sans doute tourner l'affaire en ridicule. Churchill finit par quitter la pièce. Staline le rejoint et lui jure qu'il ne faisait que plaisanter. Mais l'épisode est révélateur. La puissance britannique n'inspire plus la même crainte qu'avant la guerre. Je réalisais, pour la première fois, quelle petite nation nous étions. Je me retrouvais assis avec d'un côté le grand ours russe aux pattes tendues et de l'autre, le grand bison américain. Et entre les deux se tenait le pauvre petit âne anglais, qui était le seul des trois à connaître le bon chemin. Winston Churchill sort perdant de la conférence de Téhéran. Après 4 jours de négociations, les 3 leaders signent la déclaration qui prévoit un débarquement en France. Winston Churchill lui écrit pour exiger qu'il revoie ses plans. Le cabinet a pris aujourd'hui une position difficile en s'opposant au bombardement de tant de centres ferroviaires français, en raison du fait que des milliers de civils français, hommes, femmes, enfants, perdraient la vie ou seraient blessés. Considérant qu'ils sont nos amis, cela pourrait être perçu comme une action disproportionnée, apportant beaucoup de haine envers les forces de l'air alliées. Le bénéfice pour la propagande ennemie me semble vraiment énorme. On avait cessé d'inventer, de perfectionner, d'essayer, jusqu'à ce qu'en août 1943, on eut mis au point un plan complet de construction de 2 grands ports provisoires, dont les éléments pouvaient être remorqués et mis en place quelques jours seulement après le débarquement initial. La censure devint plus sévère. On arrêta la distribution de lettres après une certaine date. On interdit aux ambassades d'envoyer des télégrammes chiffrés. Et même l'envoi de leurs valises diplomatiques fut retardé.
Le temps se mit à causer des inquiétudes. Après avoir été très beau, il se gâta, progressivement. Et dès lors, les autorités militaires se réunirent 2 fois par jour pour étudier les bulletins météorologiques. Si nous débarquions à marée haute, notre approche serait gênée par les obstacles sous-marins. Mais à marée basse, les soldats auraient un long chemin à parcourir sur les plages exposées au feu ennemi.